On se dit parfois, ah non, mais si on ne crée pas, si on n'est pas dans la pure innovation, alors on n'est pas vraiment entrepreneur. En fait, l'entrepreneur, c'est aussi celui qui exécute mieux que les autres. Je me suis retrouvée à la tête d'une équipe de 20 ingénieurs honduriens dans un pays où la culture n'est pas forcément à la supervision féminine. Tout le monde est d'accord sur le papier pour faire mieux. Ouais. La question, c'est à la fin, à quoi tu dois renoncer, les ressources que tu peux mettre, est-ce que tu peux concéder un peu de rentabilité, etc. Je trouvais ça assez intéressant de se dire, j'ai un modèle de grande consommation qui produit 18 000 produits par an, essentiellement en Asie, et on va décarboner ce modèle. Avant de vous présenter cet épisode, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est BNP Paribas Banque Privée, la banque des dirigeants, des CEO et des entrepreneurs. BNP Paribas Banque Privée, c'est tout simplement la première banque privée de France. C'est 140 milliards d'euros d'actifs sous gestion et 1200 banquiers privés certifiés présents partout sur le territoire. Vous le savez, quand on est entrepreneur et qu'on dirige une entreprise, on est obligé d'être à 100% sur son business. Et le risque, vous le connaissez, c'est de s'oublier. Et c'est là que BNP Paribas Banque Privée intervient. Il vous accompagne à chaque étape de votre aventure entrepreneuriale, sur les enjeux patrimoniaux et financiers, jusqu'à la cession ou la transmission de votre entreprise. Aujourd'hui, BNP Paribas accompagne un tiers des PME, 2/3 des ETI et 90% des startups du Next 40. Et pour en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat et les sujets patrimoniaux, je vous invite à les suivre sur Instagram où ils partagent plein de contenus intéressants. Leur compte, c'est @partner in business. Encore merci à BNP Paribas Banque Privée de nous soutenir dans notre mission, inspirer un maximum de personnes à entreprendre. Bonne écoute. Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Il est 10h, je me suis réveillé avec une banane parce qu'on va parler de deux sujets, je pense, qui m'intéressent le plus sur cette dernière année. L'éducation et la prochaine génération. C'est pas une belle entrée en matière, ça, Julie? Écoute, moi aussi, ça me donne la banane tous les matins et je suis ravie d'échanger avec toi ce matin, Yacine. Merci pour ton Écoute, invitation. un grand merci pour ta confiance. Spoiler, on a fait un call de prépa. Je pense qu'on pourrait faire un podcast de 10 heures, mais on va se tenir à 1 heure. Ma première question est simple. Est-ce que tu peux me présenter, quel est l'outil que tu as créé pour justement permettre aux jeunes, on parle de déterminisme social, on parle de réussir, on parle de réaliser ses rêves. Je sais pas comment tu présentes Willgo. Je te laisse nous parler de tout ça. Merci. Alors, tu as déjà dit plein de choses hyper intéressantes. L'éducation, les jeunes. En fait, Willgo, si je dois te donner une image, c'est la fin des devoirs. La fin des devoirs à la maison, tels qu'on les a connus, c'est-à-dire rébarbatifs, ennuyeux, frustrants. Tu sais, ce moment où l'enfant et le parent arrivent dans cette zone de stress parce que on n'y arrive pas, que le contrôle est demain, etc., etc. Donc, Willgo, en fait, très concrètement, c'est une plateforme. Donc, c'est à la fois une app et aussi un site web d'aide aux devoirs et d'accompagnement scolaire qui souhaite justement réinventer ce moment qui revient tous les soirs dans des millions de foyers et qui s'appuie pour cela sur 3 choses. La psychologie de la motivation pour mettre l'enfant au travail sans douleur, les neurosciences pour l'aider à apprendre efficacement et aussi la Gen AI pour lui apporter un accompagnement personnalisé vraiment efficace. Et je crois qu'il y a autant d'humains que de particularités dans leur personnalité. On va parler de ça et d'essayer de comprendre comment vous arrivez alors, je ne sais pas si c'est parler à tous les enfants, mais en tout cas, pouvoir répondre à la problématique qui qui correspond, à beaucoup d'enfants. Ce n'est pas ma question. Ma question est la suivante. On se l'est juré en prépa. On a dit, ce podcast n'est pas politique. Il n'y a pas de politique. Ici, on réunit. En revanche, je vais te poser une double question. Est-ce qu'on peut bosser dans l'éducation sans être politique au fond? Est-ce qu'on peut être entrepreneur et être passionné d'un problème et donc sa solution et aussi les personnes qu'on sert sans être politique? Tu as absolument raison. Et c'est vrai que quand on dit politique, c'est tellement polysémique qu'on peut s'engager dans une voie. Willgo, c'est profondément politique. L'éducation, c'est profondément politique. Mon déclic entrepreneurial le plus récent est profondément politique. C'est parce que j'avais envie justement de contribuer à ma petite mesure aux enjeux d'aujourd'hui que j'ai souhaité cofonder Willgo. Donc oui, c'est hyper politique dans le sens, c'est un choix de société. Et on en parlait aussi. Est-ce que tu penses que via le secteur privé et l'entrepreneuriat, on peut avoir plus d'impact potentiellement que via l'État, le public et donc la politique? J'ai eu la chance dans mon parcours de participer à plusieurs expériences d'impact. Donc j'ai à la fois bossé pour des associations,
J'ai créé une fondation privée sous l'égide de l'OMS. Enfin, j'ai créé évidemment avec une équipe auprès d'un directeur général. Et j'ai aussi vu l'impact dans l'entreprise, notamment chez Maison du Monde. Et c'est vrai que j'en suis arrivée à la conviction que le secteur privé, l'entreprise, a un rôle très fort à jouer, notamment dans l'innovation sociale et sociétale. Pourquoi ? Parce que les pouvoirs publics, les politiques publiques sont destinées à mettre à l'échelle des choses qui marchent. Elles doivent s'adapter au plus grand nombre. C'est difficile pour une politique publique d'être dans une innovation de rupture. Donc je pense que le secteur privé a ce rôle et cette responsabilité presque d'apporter ces pilotes qui marchent, de montrer une voie. On l'a vu par exemple avec Doctolib au moment du Covid. Il y a à un moment donné des partenariats publics privés qui peuvent se créer et avoir des effets positifs à très long terme. Donc je ne nous vois pas en opposition. En revanche, je vois en effet l'entreprise comme une tête de pont pour aller accélérer l'impact là où il est nécessaire. C'est l'impulsion, quoi. Ok. Ben, on espère que toutes les entités publiques nous regardent et nous écoutent. On va arriver à ton déclic entrepreneurial. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai envie de comprendre comment tu as créé Willgo. Mais je vais la faire différemment. C'est quoi, si on parle de politique, c'est qu'il y a un message, il y a un combat. C'est quoi qui te colle aux tripes aujourd'hui ? Alors moi, je suis très mue par l'élan d'aller un petit peu contre les étiquettes qu'on veut nous coller parfois avec les meilleures intentions de la Terre. Donc, je pense que dans mon parcours, il y a toujours eu cette envie de créer une troisième voie, de créer un autre possible, d'élargir justement les horizons. Et c'est vrai qu'à travers mes différentes expériences, j'ai souhaité justement écrire cette troisième voie et décoller l'étiquette que soit on voulait bien me mettre, soit on essayait de mettre sur certaines populations que je voyais autour de moi. Donc ma mission, c'est peut-être ça, c'est justement de déconstruire ces récits un peu limitants et de montrer que d'autres voies sont possibles et d'autres choses sont possibles. Et si j'en viens par exemple au déclic entrepreneurial, moi je ne suis pas née avec une cuillère d'entrepreneur dans la bouche. Souvent on a l'image du jeune en fait qui est dans son garage, qui a 15 ans déjà code et qui pour lui c'est tout écrit, il sera bien sûr entrepreneur. Eh bien moi pas du tout. Et d'ailleurs j'ai même pas eu le déclic entrepreneurial à travers une voie business. Si j'y pense un petit peu, je pense que je devais avoir 27 ans. Je sortais de 4 ans de conseil en stratégie. Donc, c'est vraiment le milieu costume sombre, Excel toute la journée, avec des modes de travail ultra processés. Et j'avais pris un sabbatique pour contribuer à un projet humanitaire au Honduras de 6 mois. Okay. L'idée, c'était de reconstruire là-bas la filière du cacao gourmet et redonner une vie décente à des milliers de petits producteurs qui avaient été ruinés en fait par la faillite de cette filière. Et notamment cette filière, pour être reconstruite, demandait de cartographier l'ensemble du pays pour aller dénicher tous les cacaoyers rares, les trinitarios, les criollos même, et de pouvoir recréer une filière agricole à partir de ça. Et donc je devais assister à un directeur de programme qui venait du Mexique. Et 2 jours avant d'arriver au Honduras, on me dit Julie, manque de chance. Il y a eu les ouragans, grosse période de cyclone. Ton directeur de programme est coincé au Mexique. Tu vas devoir gérer toute seule. Et donc, je me retrouve à la tête d'une équipe. Entrepreneur malgré toi. Exactement. Et vraiment en mode vraiment bootstrap, puisque je me suis retrouvée à la tête d'une équipe de 20 ingénieurs honduriens dans un pays où la culture n'est pas forcément à la supervision féminine. Et on a dû partir dans tout le pays, des montagnes à la jungle près du Nicaragua pour mapper justement tous ces arbres. Nous aussi, on a eu les ouragans, donc il a fallu se réinventer 20 fois. On a dormi dans des couvents, on est passé de village en village, de pirogue en camion, en faisant du stop. T'aurais signé si t'avais su ça ? Écoute, toutes ces galères. Probablement, parce que l'idée, c'était de pouvoir contribuer à cette cause, d'aider justement à remonter en fait un projet à l'échelle, remonter une filière. C'était pas aider quelques fermiers, et encore c'était déjà très bien, mais l'idée là, c'est de pouvoir remettre sur pied une filière qui en avait désespérément besoin. Donc je pense que la cause m'aurait appelé malgré tout.
Attends, excuse-moi, vas-y, continue. Non, et juste pour terminer, en fait, j'ai adoré cette expérience. Le fait de tout réécrire, de réinventer 20 fois, de négocier avec le gouvernement, de trouver des pirogues en bois pour traverser parce qu'on était en crue et qu'il fallait passer absolument au village d'à côté. Et j'ai à ce moment-là compris que ce champ des possibles et le fait de partir de la page blanche pour une cause qui nous parlait était vraisemblablement quelque chose qui allait me suivre longtemps. Je veux comprendre juste une chose. Est-ce que j'ai le droit d'opposer le monde du conseil en strat à de l'associatif? C'était de l'asso, hein? C'était de l'asso, absolument. Qu'est-ce que t'es allé chercher dedans? Qu'est-ce qui s'est passé, Julie? C'est ça, c'est un peu la troisième voie. Moi, je n'aime pas trop le « ou », donc j'essaye à chaque fois de comprendre en fait qu'est-ce qui explique l'opposition et si véritablement on doit mettre en opposition. Donc tu vois, cette assos, elle avait pour marque de fabrique d'apporter toutes les techniques du conseil, c'est-à-dire on analyse un marché, on regarde la concurrence, on regarde les débouchés commerciaux, on a mis en place du microcrédit pour ces agriculteurs, on a mis en place un prêt gouvernemental et donc c'est prendre tout le bon du capitalisme pour le mettre au service de l'impact. Et ça, c'est vraiment, et c'était aussi l'objet de la fondation que j'ai contribué à mettre en place en 2008. C'était une fondation qui visait à faire du micro-don sur des produits de voyage. Donc, ça a développé une solution pour que des voyageurs puissent ajouter 2 € à leur billet d'avion pour aller financer les programmes de l'ONU. Et donc ça, c'est la même chose. Tu rentres dans une logique économique, de psychologie consommateur. Tu cherches à convaincre quelque chose pour une contribution volontaire au profit d'un impact social. Donc ça, c'est vraiment l'endroit que j'adore. Je n'ai pas eu ma réponse et tu vas comprendre. Est-ce que tu as vécu des limites dans tes 4 ans d'expérience en conseil en strat? Et je reboucle avec ce que tu as dit juste avant. Est-ce que tu as été victime de ces cases? Ce qui est vrai, c'est que je me sentais assez différente de mes camarades de promo. Parce que j'avais un côté moins structuré, rigoureux, analytique. Moi, ce que j'adorais, c'est aller rencontrer les gens. Donc, ça a été plus difficile pour moi, ça a été inconfortable. En revanche, je me suis jamais sentie rejetée. Ça a été probablement, à nouveau plus compliqué. J'ai dû plus travailler que d'autres, mais c'était pas la première fois dans ma vie. Okay. Et pour autant, ça m'a énormément servi. Aujourd'hui, j'ai passé finalement 9 ans chez McKinsey. Aujourd'hui, je me sers tous les jours de ce que j'ai appris là-bas. Donc, je crois qu'il ne faut vraiment pas opposer. Il faut arriver à transcender en fait les oppositions. Ok, donc pas de frustration pour autant. Est-ce que tu vois la différence? Je te dis ça, j'ai jamais été conseiller en strat, enfin bossé en conseil en strat, mais j'ai quand même reçu beaucoup de personnes qui sont passées chez McKinsey et qui sont devenues entrepreneurs. Donc il faut croire que c'est une bonne école. Je voudrais juste comprendre une chose. Tu dis que tu as réutilisé presque tous tes skills et tous les process que tu mettais en place en conseil en strat. Pour autant, t'as mis les mains dans le cambouis, comme on dit. Est-ce que c'est ça, dans l'entrepreneuriat, c'est ça la limite entre le conseil en strat et ce que t'as fait avant même Willgo, mais déjà en Honduras? Oui, c'est souvent cette envie de mettre les mains dans le cambouis qui pousse les consultants à être entrepreneurs à force de voir et de conseiller des gens qui sont dans l'opérationnel. C'est vraiment de participer eux-mêmes et de contribuer justement à un projet. Donc c'est sûr, cette envie d'opérationnel, elle a joué. Et on n'en a pas parlé avant, mais je crois que ça revient dans tous mes podcasts, arrive cette vraie question de légitimité. Je vais te la poser différemment. S'il n'y avait pas eu ce passage en Honduras, il y aurait eu Willgo ou pas? Je crois que c'était un cheminement. Il y aurait eu Willgo probablement, puisque avant le Honduras et avant même le conseil, j'avais passé 1 an déjà en start-up à la sortie de mon école de commerce. Chez qui? En France et en Espagne. À l'époque, ça s'appelait Ciao Consumer Access. C'était des études de marché en ligne qui ont été depuis vendues à un gros groupe. Donc, c'est une boîte qui existe encore 20 ans après. Donc, oui, il y avait quand même cette fibre entrepreneuriale qui était là. Mais à ce moment-là, je faisais partie d'une équipe. Je remplissais des fonctions de collaboratrice et c'était génial, mais j'étais pas moi-même à la manœuvre. C'est pour ça que je parle d'un déclic qui arrive un peu plus tard, parce que c'est là où j'ai vraiment tout créé dans cette expérience-là. Donc, Willgo serait arrivé, on ne sait pas si c'est aussi rapidement au final. Et encore, ça a mis vachement de temps, parce que entre le Honduras et Willgo, il s'est quand même passé 15 ans, je pense, puisqu'il y a eu encore 6 ans de conseil, et puis, 4 ans de conseil, puis 2 ans à nouveau de start-up, et 9 ans chez Maison du Monde. Donc finalement, la fibre entrepreneuriale, elle est venue petit à petit.
puisque après le conseil, à nouveau, cette première startup pour Rocket Internet, que là, j'ai cofondée en France avec mon ami et associé à nouveau aujourd'hui, Édouard Naté. Et c'était quoi le nom de la boîte de Rocket ? C'était quoi le nom de la boîte ? C'était Westwing. C'est une boîte qui existe encore aujourd'hui. C'est une plateforme de déco, de mobilier de déco, une plateforme de vente en ligne. Qui est maintenant cotée en bourse et qui marche très bien. Et c'était ce qui m'a fait passer dans l'opérationnel, c'était le fait de pouvoir rejoindre pour Rocket Internet et de fonder avec eux du coup cette venture. Et le système de Rocket Internet, c'est de recruter des cofondateurs. Donc à chaque fois, ils recrutent 2 personnes, voire 3, pour diriger, développer des pays. Et donc ça a été ma rencontre avec Édouard Naté. Je remercierai jamais assez Rocket puisque c'est grâce à cette rencontre que Willgo existe aujourd'hui, puisque entre-temps, nos chemins se sont séparés et se sont retrouvés il y a 2 ans quand Édouard, à la suite de son aventure entrepreneuriale, a décidé de remonter une boîte avec ses 2 collègues Louis et Nicolas. Et je me suis joint à cette équipe et aujourd'hui, Willgo, c'est 4 cofondateurs. J'ai envie de parler de sérendipité, là. Et d'ailleurs, parenthèse sur Rocket Internet, ils sont derrière le succès de beaucoup de boîtes. Et ce qui est assez fou, et quand on dit que l'idée c'est 1%, l'exécution 99%, ils volent toutes les idées aux US et ils les ramènent en Europe. Je crois que c'est un peu le concept de Rocket, on est d'accord ? C'est complètement leur modèle. Et ça marche. Oui, et d'ailleurs ça pose vraiment la question du sens de l'entrepreneuriat. On se dit parfois, ah non, mais si on ne crée pas, si on n'est pas dans la pure innovation, alors on n'est pas vraiment entrepreneur. En fait, l'entrepreneur, c'est aussi celui qui exécute mieux que les autres. Il y a beaucoup de boîtes qui sont des stars aujourd'hui parce qu'elles ont mieux exécuté ce que des boîtes plus anciennes n'avaient pas réussi à faire. Donc, en effet, l'entrepreneuriat et le succès de l'entrepreneuriat sont aussi liés à une meilleure exécution. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Et enfin, j'espère que chacun en fera sa propre expérience de manière positive. Je vais arriver sur... Tu me dis 15 ans d'expérience avant Willgo, donc en rentrant justement de Honduras. Et moi, j'arrête pas de me dire, mais qu'est-ce que tu es allé chercher en 15 ans pour pouvoir, est-ce que c'est te sentir légitime, sentir que c'est le bon moment ? Je vais aller plus loin. Cette question d'éducation, cette sensibilité peut-être pour la prochaine génération et cette envie de lutter contre ce déterminisme social et de mettre du positif dans notre société auprès de la jeunesse, tu l'avais déjà il y a 15 ans avant ? Genre, est-ce que c'est venu au fur et à mesure et tu t'es dit en fait... Enfin bref, je vais essayer d'arrêter de faire les questions-réponses, mais explique-moi tout ça, Julie. C'est venu au fur et à mesure. Alors, attends, je vais essayer de répondre à ta question sur les 2 volets. Pourquoi ça met tant de temps et est-ce que le souci autour de la jeunesse et l'envie de l'aider, comment est-ce que ça s'est arrivé ? Ouais. Quand je sors du Honduras, donc je pars ensuite à l'INSEAD pour 1 an. Pour faire un MBA ? Pour faire un billet. Et à ce moment-là, en effet, j'imagine rejoindre des organisations internationales, type FMI ou autre, pour être au carrefour de ce que je te disais tout à l'heure. Et là, je vois qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité pour moi, en tout cas, sur ce niveau de seniorité qui était encore assez faible à l'époque, j'avais même pas 30 ans. Il me semblait que c'était pas là où j'allais apprendre le plus et où j'allais faire le plus la différence. À l'inverse, j'avais quand même énormément déjà appris chez McKinsey. J'avais l'impression que je pouvais encore beaucoup apprendre, ce qui allait multiplier ma capacité d'impact plus tard. C'est absolument ce qui s'est passé, puisque derrière, j'ai repassé 2 ans à la suite de mon MBA chez McKinsey. Là, j'ai bossé pour les hôpitaux en Angleterre essentiellement. Donc, j'étais quand même dans cette dimension de service public, mais en y appliquant toutes les méthodes McKinsey. Et c'était génial. Et à nouveau, je pense que ça a contribuer à cette éducation qui aujourd'hui m'aide tous les jours. Donc, c'était un processus qui est venu lentement. Et après, je suis passée chez Rocket 2-3 ans. Ensuite, là, il y a eu l'opportunité Maison du Monde. Donc, à nouveau, moi, ce qui me guide, c'est pas juste créer une boîte, entreprendre pour entreprendre, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pouvoir vraiment faire évoluer, créer une troisième voie, etc. Et quand Maison du Monde, à l'époque, avait été rachetée par Bain Capital, un fonds de private equity, et l'idée pour le fondateur qui était encore en place à l'époque et Bain Capital, c'était de vraiment accélérer la croissance de Maison du Monde et aussi transformer un modèle qui commençait peut-être à perdre un petit peu de souffle. Et donc là, j'ai vu cette opportunité de faire évoluer une entreprise qui a une super marque, qui a vraiment une super
quota affectif vis-à-vis des Français, mais qui en effet restait un peu manquait peut-être parfois un peu de modernité. Et donc ça m'interpellait beaucoup parce que moi j'étais déjà beaucoup dans les sujets de RSE et donc on voyait beaucoup des marques type Veja et autres qui sont RSE natives, on dit, et donc qui sont créées sur un modèle vert, sur un modèle vertueux. Mais finalement ça c'est une toute petite minorité des entreprises et si on pense que la société ne peut se transformer qu'avec des entreprises CSR natives, alors on a beaucoup de chemin devant nous parce que la plupart des entreprises sont là depuis longtemps et c'est aussi elles qui fondent le tissu économique et donc social. Donc la question c'est est-ce qu'on peut transformer ces grandes maisons ? Est-ce qu'on peut plutôt que repartir de zéro en tout cas, est-ce qu'on peut faire les deux ? Je pense qu'à nouveau, c'est pas le ou. Donc, ce qui me plaisait dans l'histoire de Maisons du Monde, c'est comment est-ce qu'on peut transformer l'entreprise. Et dans les dernières années, on a énormément agi pour la décarbonation du modèle. Je trouvais ça assez intéressant de se dire, j'ai un modèle de grande consommation qui produit 18 000 produits par an. Okay. Articles de décoration et meubles, et beaucoup essentiellement en Asie. Et on va décarboner ce modèle. C'est quand même, je voulais un petit peu faire le point, montrer par l'exemple que même une entreprise de grande conso qui peut parfois être considérée comme une entreprise de conso de masse peut aussi aller dans cette trajectoire de décarbonation. Donc ça, c'était vraiment ma mission chez Maisons du Monde. Et puis après, je suis repartie dans l'entrepreneuriat. C'est plus dur, ça, selon toi, de devoir faire changer un énorme paquebot bien installé plutôt que de créer un nouvel acteur ? Beaucoup plus dur. Donc ton job chez Maisons du Monde était plus dur qu'à la tête de Willgo ? C'est différent. Très certainement, c'est plus dur. Oui, je pense que c'était plus dur chez Maisons du Monde dans le sens où... moins de liberté peut-être tout le monde est d'accord sur le papier pour faire mieux. Ouais. La question, c'est à la fin, à quoi tu dois renoncer, les ressources que tu peux mettre, est-ce que tu peux concéder un peu de rentabilité, etc. Donc, pour Maisons du Monde, qui était une entreprise cotée en bourse, au SBF 120, il y avait aussi cet enjeu à la fois de satisfaire les actionnaires et la bourse en général et d'arriver à transformer l'entreprise. Là, je parle de la décarbonation du modèle, mais il y avait aussi beaucoup de transformations à faire en interne qui demandaient beaucoup de ressources financières, mettre en place des systèmes, former les gens et qui du coup étaient des coûts à court terme pour des gains à long terme. Donc là, on rentre dans le débat de la bourse et de la gestion du court et du long terme. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Et d'autant plus dans les dernières années, puisque moi, j'ai été directrice générale de 2018 à 2023. Donc on a eu pas mal de crises, des gilets jaunes au Covid, à la guerre en Ukraine, à la crise de l'inflation. Et donc, c'est vrai que quand le monde est en soubresaut permanent, c'est très difficile de garder une trajectoire à long terme, en particulier avec ce type de gouvernance. Donc on a fait, je trouve, un bon job dans le contexte. Mais pour répondre à ta question, c'est plus difficile, bien sûr, que de créer une boîte de zéro. Donc, j'allais dire, tu as choisi la solution de faciliter, créer ta propre boîte. Je n'irai pas jusque-là, je ne me permettrai pas. Est-ce que tu peux juste m'expliquer 9 ans chez Maisons du Monde, ou 7 ans 9 ans 9 ans. Qu'est-ce qui ne t'animait plus à la fin ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a animé ? Enfin, fais-moi cette belle transition vers le monde entrepreneurial, la vraie prise de risque. Et spoiler, je le dis pour que les gens restent, tu as toujours des comptes à rendre à des investisseurs. Par contre, Absolument. Tu as réussi à lever, je crois, 6 millions sans faire de chiffre d'affaires encore aujourd'hui. Mais on va revenir là-dessus. Mais vas-y, raconte-moi un petit peu ce vrai déclic. Donc, ce parcours chez Maisons du Monde était à la fois passionnant. Il m'a aussi permis d'aller dans cette thématique de la diversité et de l'inclusion parce qu'on était très engagés là-dessus. Et en parallèle, sur le plan personnel, j'ai eu la grande chance d'accompagner mon beau-frère, Boris Valbaum, qui a été fondateur de Fratelli, aujourd'hui Article 1, avec Benjamin Blavier. Et donc, Article 1, c'est une association qui vise à aider les jeunes issus de milieux moins favorisés pour leur mettre le pied à l'étrier à la fois dans leurs études et dans leur insertion dans la vie professionnelle à travers des solutions de mentorat. Donc, j'ai été au conseil d'administration. C'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier, en fait. Oui. Ben oui. Merci, Boris. Dédicace. Et j'avoue qu'on a encore aujourd'hui des discussions passionnantes sur tous ces sujets. Et lui-même a fondé une école, comme quoi, on tourne toujours autour de ça. Mais drôle. En gros, j'ai été du coup à ce conseil d'administration pendant 7 ans. Et donc, j'ai vu ces problématiques de plus en plus près. C'est ça, en fait, qui a fait naître la petite graine. Et qui m'a donné envie. Projeté, ouais. Oui. Donc, c'était pas une lassitude de Maisons du Monde ou un rejet ou quoi que ce soit. Je me sentais ni empêchée, ni lassée, mais c'était plutôt un appel vers ce monde de l'éducation
à un moment où la Gen AI était en train d'exploser. Et donc là, c'était un peu ce déclic, ce nouveau déclic entrepreneurial, parce que je me suis dit, tout comme dans les années 2000, le commerce électronique avait fait sa révolution, on est arrivé sur un carrefour de révolution, la Gen AI qui combiné à l'éducation, qui est un secteur qui manque d'évolution et de transformation, qui aujourd'hui souffre en fait de sa difficulté à se transformer. Il y avait une opportunité incroyable que je ne voulais pas laisser passer. Et on va parler de cette claque IA et je suis assez curieux de voir comment toi tu la vois. Et bon, je pense que c'est une opportunité, mais il y a aussi beaucoup de dérives qu'on voit d'ores et déjà. Mince, j'avais ma petite question toute faite que j'ai oubliée. Voilà, c'est les aléas. Je t'écoute trop, Julie. C'était peut-être parce que je n'ai pas répondu à ta question sur la levée de fonds. Non, on va y arriver sur la levée de fonds. Moi, voilà, ma question, elle est toute simple. Tu me parles de FMI. Tu as parlé d'association, tu parles de ton beau-frère qui a monté du coup une asso puis une école. J'ai l'impression que tu étais déjà politique avant même de monter une entreprise et aujourd'hui tu es dans le secteur privé. Pourquoi avoir monté une boîte à but lucratif alors que tout ce que tu sers pourrait être représenté dans une association? Et là, on va parler de la levée de fonds juste après. Parce qu'à nouveau, je pense que il est vain d'opposer les deux et je pense qu'une entreprise, plus elle a de fonds, plus elle est performante économiquement, plus elle peut avoir de l'impact. C'est vraiment cette trajectoire-là que je visais chez Maisons du Monde. Je disais aux équipes, notre premier enjeu, c'est d'être performant économiquement, notamment parce que cela nous donne les moyens d'être ambitieux d'un point de vue RSE. Donc, en effet, il y a plusieurs modèles. Il y a la philanthropie qui s'appuie sur le mécénat, les fonds publics, etc. Nous, notre modèle chez Willgo, il est différent. D'ailleurs, une des différences que l'on a par rapport à la plupart des EdTech, c'est que nous ne visons pas les écoles, nous visons les familles directement. Nous ne souhaitons pas être dépendants des marchés publics. Pourquoi ? Parce que nous pensons que cela nous donne plus de liberté. Nous, notre expérience et je voudrais juste dire un mot des 3 autres cofondateurs parce qu'ils sont ultra précieux et importants dans l'histoire. D'ailleurs, pour répondre à ta question, si on a réussi à lever des fonds, c'est notamment grâce à cette expérience de mes 3 associés qui, jusque-là, qui, avant Willgo, avaient monté une boîte. Donc, Édouard, fondateur et DG de cette boîte, Louis, CMO, donc en charge du marketing, et Nicolas, CTO, en charge de la tech. Ensemble, ils ont monté Fox. Et Fox, c'est une solution, une techno incroyable de scrapping d'emails pour déjà enlever tout le spam et aussi pour remonter, pour reconstituer en fait des tickets de caisse et permettre à des entreprises d'avoir des infos sur leur part de marché, etc. Okay. C'est le Nielsen d'e-commerce qui n'existait pas. Donc Fox a développé ça à tel point et en étant tellement meilleurs que leurs concurrents américains que Nielsen a décidé de les racheter. Et donc, au bout de 8 ans, ils sont sortis de Fox/Nielsen et ils avaient ce projet de remonter quelque chose ensemble. Donc, comme tu le vois, très tech, très IA, très data. C'est un trio absolument incroyable. Et j'ai eu la chance de monter à bord de cette aventure en apportant peut-être d'autres choses. Ouais. Donc, la levée de fonds, elle est aussi liée à cette histoire d'entrepreneurs à succès qui ont prouvé leur capacité à déployer un produit efficacement et assez vite. Donc, nous, l'idée avec Willgo, c'est de faire ça en encore mieux, c'est-à-dire avec un impact social, on en parlera certainement, mais aussi avec une très belle performance économique. Nous sommes allés voir des fonds de venture capital. Donc vraiment, leur premier enjeu, c'est de faire une belle culbute, comme on dit dans ce monde-là. Et on est ravis de ça parce que pour nous, en fait, arriver à faire plein de sous in fine, ça voudra dire qu'on aura convaincu des millions de familles, puisqu'on parle en millions. On se donne l'enjeu de faire adhérer 1 million d'utilisateurs dès 2026 en France. Donc, on est en train de parler de millions et tant mieux puisqu'on est là pour aider toute une génération. Donc, il faut avoir cette ambition. Bon, tu parles de quelques chiffres. Juste, c'est peut-être que les gens se rendent compte. Vous êtes à combien aujourd'hui ? On se parle le 20 janvier 2026. Ouais, on est à 350 000 utilisateurs. Donc, l'app s'est lancée fin mai, le 29 mai. Pour un brevet des collèges, puisque notre premier produit, c'était une app de révision pour le brevet des collèges. Donc, le brevet des collèges, c'était le 26 et 27 juin l'année dernière. Ouais. Et donc, en un mois, on a réussi à convaincre 90 000 élèves
avec notre concept. Et donc là, on s'est dit, tiens, on tient quelque chose. Et donc, on a, depuis septembre, déployé toutes les matières, puisque à l'époque, c'était vraiment les 6 matières du brevet. Ouais. Toutes les matières et toutes les classes, de la 6e à la terminale. Je n'ai pas précisé que c'était un produit gratuit et qui restera gratuit dans sa forme actuelle. On peut le développer. T'inquiète, non, mais on va vraiment parler de tout le produit. Je me permets juste de t'interrompre sur une petite chose. Et d'ailleurs, spoiler, t'as fait tout ça avec un budget marketing presque, j'allais pas dire de zéro, mais très, très bas. Très, très faible. Donc, où sont les 6 millions ? On va en parler. Non, j'allais faire une blague, mais bref, peu importe. Non, moi, je veux comprendre une chose. On vit dans un pays, et c'est la même question que sur la santé. On a été éduqués à ce que ce soit quelque chose, on l'a pris pour acquis, c'est gratuit. C'est ce qui fait la beauté de notre pays, mais ce qui fait aussi par moments que c'est compliqué d'attaquer l'éducation, et quand je dis attaquer, je parle dans mon sens, de résoudre un problème dans l'éducation en y apportant un aspect capitalistique. Je vais aller encore plus loin. On parle d'inégalité sociale, et je pense que l'éducation publique est un très bon socle en France, mais visiblement, elle est aussi accentuée par l'éducation privée et par les personnes qui peuvent se le permettre ou pas. Ma question est la suivante. Est-ce que quand vous vous êtes posés, vous quatre, et que vous en avez discuté, est-ce que vous avez vu ça comme un vrai challenge de faire payer même des familles sur quelque chose qui est gratuit de base pour elles? Il y a plein de questions dans ta question hyper intéressante. Oui, c'était un énorme challenge. D'ailleurs, quand tous les 4, on est partis en levée de fonds, on a eu beaucoup de feedback de « c'est super, on adore l'équipe, on est certain que vous allez réussir. Est-ce que vous pourriez choisir juste un autre secteur ?» Parce que l'EdTech, c'est un cimetière tel que c'est décrit par les investisseurs. Personne ne veut y aller puisqu'en effet, il n'y a pas de capacité à payer. Puisqu'en effet, il y a cette culture de l'éducation gratuite. Donc ça c'est très important. On va y venir derrière, mais c'est sûr que ça c'est un défi majeur. Donc pour rebondir sur la question de tout à l'heure, Maison du Monde était beaucoup plus compliqué sur certains aspects, mais Willgo, même le secteur même dans lequel on va, en effet, est compliqué. Là où tu as raison sur les inégalités aussi, c'est que ces inégalités, en effet, elles sont persistantes en France. Il faut savoir que le premier corollaire de la réussite académique, c'est le milieu d'où tu viens. Et ça, c'est très vrai en France, c'est beaucoup moins vrai dans d'autres pays. Et cette inégalité, elle se crée en particulier après l'école. C'est tout ce qu'il se passe une fois que l'enfant rentre à la maison. C'est aussi pour ça qu'on est allé occuper ce moment des devoirs. D'abord parce qu'il revient tous les jours. Il faut savoir que les devoirs, en moyenne en France, c'est 5 heures par semaine au collège et c'est 9 heures par semaine au lycée. C'est beaucoup de temps passé pour, à la fin, des résultats assez hétérogènes et surtout de grandes inégalités, puisque, en effet, tu l'as dit, certaines familles peuvent se permettre d'apporter un accompagnement personnalisé, que ce soit par le parent qui est lui-même éduqué ou par un tuteur. Et il y a les autres familles où cette présence et où ce soutien n'est pas possible. Donc, on voit bien l'enjeu social, il est là. En revanche, la question c'est, et nos chers investisseurs nous l'ont posé, très bien, c'est super de vouloir sauver le monde, mais à la fin, il faut quand même faire des sous. Et notre conviction très forte est qu'aujourd'hui, si on arrive à créer une énorme communauté et à engager cette communauté, pour nous, le nombre d'utilisateurs, c'est certes un objectif important, mais ce n'est pas une fin en soi. Pour nous, on veut améliorer les résultats scolaires des élèves. Ça, c'est quand même assez audacieux. Il y a très, très peu d'EdTech qui s'engagent sur les résultats scolaires. Et nous, on veut le faire en s'engageant en usage. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 2, voire 2,2 sessions par utilisateur par semaine. Donc on n'est vraiment pas sur un mode où les enfants téléchargent l'app un mois avant l'examen, ce qui est le cas de la majorité des EdTech, et ensuite la décharge. Là, nous, on est sur une routine d'accompagnement, et c'est vraiment dans cela, on y viendra après sur les neurosciences, etc., c'est dans cette routine sur le long terme que l'on pense aider véritablement les enfants. Et donc, pour répondre à cette question de monétisation, si on a une grosse communauté engagée
très fréquemment, sur lequel on commence à comprendre beaucoup de choses, alors il y a plein de voies de monétisation possibles. Que ce soit le soutien scolaire, que ce soit l'aide à l'orientation, que ce soit des aides pour les entreprises qui veulent justement identifier des potentiels, que ce soit pour des études supérieures qui veulent là aussi communiquer auprès d'un public collégien et lycéen. Il y a plein d'opportunités de monétisation. Dans tous les cas, nous, ce que l'on cherchera à faire, c'est d'être positif pour les enfants. Donc nous, on n'aura jamais de la pub pour des marques de soda, où on verra McDo, toujours à quoi. quelque chose qui ouvre les horizons des enfants. T'en penses quoi? Je te pose la question, là, juste McDo qui sponsorise les plus grands événements sportifs de ce monde, et Coca-Cola d'ailleurs. Ben, À moins que ce soit ton partenaire et je te mets en porte-à-faux là ou pas? Non, justement, Non, ok. c'est une question hyper intéressante parce que, par exemple, nous, aujourd'hui, on a des partenaires commerciaux, commerciaux qui nous donnent, qui nous font des dons pour ce que l'on appelle les récompenses saines aléatoires. Donc nous, on va voir des marques culturelles et sportives. D'ailleurs, c'est un appel à tous les gens qui nous écoutent. Et je remercie à ce propos nos partenaires actuels, les cinémas UGC ainsi que les marques Adidas et Courir. Donc l'idée pour nous, c'est d'aller prendre des marques qui parlent aux jeunes et de leur dire, écoutez, en fait, on est tous d'accord qu'on veut développer la motivation intrinsèque chez les jeunes. On veut que les jeunes se mettent naturellement à l'effort et au travail, etc. Mais en fait, ça, c'est un continuum. Au début, quand on a 12, 13, 14, 15 ans, on se dit pas, tiens, bien sûr, je vais travailler. Donc, on a mis en place chez Willgo une gamification responsable à base de quêtes, de points, de coins, de badges, etc. Et ces quêtes, qui sont faites de quiz et de leçons, assez exigeants, amène à faire tourner une roue aujourd'hui. Et cette roue, vous avez un enfant à 1 chance sur 1000, donc c'est pas non plus très addictif, 1 chance sur 1000 de gagner une petite place de ciné, un petit bon d'achat de 10 euros chaque dia. Exactement. C'est un à côté de l'expérience, mais ça participe à ce thrill qui fait que les jeunes font un quiz de plus, une leçon de plus. Et donc l'idée, donc ça c'est le premier étage de la fusée de nos partenariats. Le deuxième étage va être de co-construire avec eux des challenges autour, si je prends une marque sportive, autour de la préparation mentale, de la gestion de l'échec, de la persévérance. Il y a plein de valeurs dans le sport que l'on retrouve aussi, que l'on aimerait développer aussi dans un but académique et professionnel. Donc, il y a plein de ponts qui peuvent se créer entre ces marques-là aux univers qui ont des valeurs proches des nôtres. Et si on parle des marques culturelles, on peut dire créativité, curiosité, dépassement de soi. Quand on écoute la présidente UGC nous raconter un tournage de film, on voit que ce sont des gens qui vraiment ont la passion au cœur. Donc, on essaie de créer des ponts. Ça donne aussi du sens à l'apprentissage des enfants, mais on le fait toujours avec visée éthique pour créer des déclics aussi chez nos jeunes et les emmener vers ce chemin de progression, parce qu'une fois qu'ils se sont mis à la tâche et qu'ils se voient progresser, alors la motivation intrinsèque se met en place. Et c'est vraiment ça qu'on vise tous ensemble, nos partenaires et nous. Mais c'est un schéma au long cours. On va parler de la secret sauce, mais tu es très forte, Julie, car je vois bien que tu as de l'expérience. McDo et Coca-Cola, ils seront jamais associés à Willgo demain? Ils seront jamais associés à Willgo demain, Yacine. Car tu n'as pas répondu à ma question, et c'est ça, moi, que je voulais entendre. Non, mais excuse-moi, je m'arrête là-dessus 30 secondes. C'est de l'hypocrisie, c'est quoi? Que quand tu es dans des événements sportifs et que tu te rends compte, je crois qu'il y a... je crois que c'est dans Homo Sapiens qu'il explique, super bouquin, c'est Yuval, j'ai plus le nom, mais bref, que je recommande. Il commence en disant, si vous pensez que le sida est une des plus grosses maladies qui tue ou une épidémie, enfin pas une épidémie, une maladie, bref, qui se transmet, sexuellement transmissible, dites-vous que le coca fait plus de morts par an que le sida. Donc, c'est quoi ton avis là-dessus? Genre vraiment, est-ce que si on sert une bonne cause, derrière on peut faire ce qu'on veut avec l'argent parce que la com vaut plus que le fond? C'est sûr que les maladies chroniques sont des tueurs silencieux. C'est extrêmement problématique. Et d'ailleurs, on a dit qu'on parlait pas politique, mais 2 secondes. C'est sociétal, c'est pas politique. Non, mais parce que on s'interroge beaucoup sur... moi qui ai bossé pour des hôpitaux en Angleterre pendant 2 ans, on s'interroge beaucoup sur comment est-ce qu'on peut optimiser le care, donc le soin curatif, une fois que la maladie en fait est déclenchée, alors qu'en fait, ça serait énormément plus productif et économique d'un point de vue sociétal d'agir au niveau de la médecine préventive et donc de prévenir les comportements à risque, dont l'obésité, dont les addictions, dont tout ce
que tu veux. Donc, oui, pour répondre à ta question, en effet, je trouve que ce type de sponsoring n'envoie pas les bons messages. Voilà, ce sont des logiques différentes qu'on connaît tous, mais il est sûr que si nous, on a au cœur de nos missions l'enjeu d'aider les jeunes à grandir et à être des citoyens responsables demain, bien sûr qu'on peut pas être dans cette dichotomie et se dire que c'est OK d'avoir McDo dans ce en flou, sponsor. quoi, presque. On va rentrer dans le 0 to 1. Mais c'était ma petite parenthèse, merci. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis aussi entrepreneur, j'ai un média. Alors non, je suis pas assujetti à l'Arcom, j'ai pas des droits de réponse comme des gens peuvent le faire sur YouTube pour inviter des gens condamnés par la justice, comprendront ceux qui comprendront. Mais par contre, évidemment que c'est politique aussi. C'est pour ça que je te posais la question en amont. Et je considère qu'on a un impact. Il faut en être conscience et il faut le faire avec éthique. À tous les créateurs de contenu, s'il vous plaît, faites-le avec éthique. Fermons la parenthèse. Moi, je veux te poser cette question qui me taraude depuis tout à l'heure. Vous vous tapez dans la main à 4. Vous avez un accord de principe. Ou peut-être carrément, vous créez la boîte. Qu'est-ce que vous vous dites à 4 sur les premières étapes? Donc, est-ce que c'est de la recherche sur votre persona type? Comment l'aborder? Il y a tellement de questions dedans, parce que, encore une fois, je ne crois pas, je fais un délit de faciès, mais que tu fasses partie de la Gen Z. Je vais aller plus loin. Est-ce que même vous étiez des experts en IA, en éducation? Ça a été quoi les premières étapes? On y arrive, pour tomber assez juste lors du lancement de l'app. Alors déjà, notre première idée s'est révélée complètement mauvaise dans le sens où nous, on est arrivés dans ce secteur de l'éducation avec vraiment cette volonté d'aider la prochaine génération. Et on s'est dit, à la fois mes amis de leur expérience Fox et moi de mon expérience Maison du Monde, en fait, l'école apprend les maths, l'histoire et la physique, mais en fait, ce dont les entreprises et la société ont vraiment besoin, ce sont des compétences de vie, des compétences socio-émotionnelles, comme on peut les nommer parfois, c'est-à-dire justement l'autonomie, le sentiment de responsabilité, qui est un vrai enjeu aujourd'hui, la résilience, l'adaptabilité, la capacité à convaincre, à coopérer, enfin toutes ces compétences transversales qui aujourd'hui ne sont pas véritablement enseignées à l'école ou alors de façon extrêmement indirecte. Et d'ailleurs, c'est pas le cas partout. Dans les pays nordiques, par exemple, ces compétences-là sont explicitement enseignées, tout comme sont enseignées la gestion de l'argent, la gestion de la vie domestique, tenir un logement, faire des recettes de cuisine. Ça, c'est enseigné à l'école, dès le primaire. Donc, c'est pas le cas en France. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment sur un cursus vraiment très académique au sens strict du terme. Et donc, nous, on s'est dit, OK... Avec des cases. Avec des petites trajectoires un peu fixes au départ. Et donc, nous, on s'est dit, OK, on va venir compléter l'école, on va apporter ça, parce que ça manque. Et c'est là, on est allé interroger 1000 familles en Europe, puisque nous, notre enjeu, c'est d'être une app in fine mondiale. Donc, comment tu les contactes, juste on a fait appel à un institut de sondage, on a fait une centaine d'interviews qualitatives plutôt en France et une vingtaine en Angleterre. Et ensuite, on est passé sur un modèle plus quantitatif pour avoir en fait une vision un peu statistique des choses sur finalement les besoins ressentis des familles et leur capacité à payer, puisque je le rappelle, Willgo à la fin est censé gagner de l'argent. Et ces familles nous ont dit, donc on leur a dit, voilà ce qu'on vous propose. C'est super, non? Et les familles ont dit, ouais. Ça, c'est très, très bien. C'est très intéressant. Certainement, ça ferait du bien à mon enfant. Mais en fait, la priorité, c'est quand même qu'il ait de bonnes notes en maths, qu'elle parle anglais et qu'ils aient leur bac. Après, on verra. Et donc, quand on poussait un peu le truc plus loin en disant « Mais vous comprenez que ça, c'est quand même de moins en moins suffisant ». Alors oui, ça, c'est probablement pas suffisant, mais en tout cas, c'est nécessaire. En fait, on fait les choses les unes après les autres, qu'ils aient leur bac et après, on verra. Pourquoi? Est-ce que tu as analysé ça? Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, mais c'est très légitime. D'abord, il y a beaucoup de parents qui ont vu dans l'école, et c'était assez vrai avant, quand même un chemin nécessaire et relativement sécurisant pour l'accès au travail, à un statut, etc. On parle à des générations qui ont passé 5, 10, 15, 20 ans dans la même entreprise. Donc, ils avaient des vies professionnelles assez linéaires. Donc, il y avait de la sécurité, quoi. Il y avait de la sécurité, il y avait cette logique qui s'exécutait assez bien, ce qui est moins le cas maintenant. Donc ça, c'est le premier truc. Chacun parle à partir de son vécu et c'est normal. Le deuxième, c'est que
Ok, si il y a aussi ce débat de ça sert plus rien d'apprendre, faut arrêter l'école, etc. Enfin, c'est hyper flippant. Enfin, c'est très flippant, voilà, on sait pas ce qu'on sait pas, mais en tout cas, on sait que si on fait pas ça, ben on fait rien. Et donc, enfin voilà. Donc il y a aussi un peu un vertige par rapport à ce quoi apprendre, d'accord. Donc au moins on se rassure en se disant, bah s'il apprend des maths, il aurait peut-être bien fait. S'il apprend anglais, il pourra voyager. Ils veulent rentrer dans des cases imposées par la société quand même. Ils veulent le bonheur de leur enfant. En fait, à la fin, et c'est comme je dis à tous les enfants que je croise, si votre parent vous fait une misère pour vos devoirs ou pour vos contrôles du lendemain, c'est pas parce que c'est un méchant et que c'est parce qu'en fait, il veut votre bonheur et il parle de sa propre peur qui est de dire, mais si tu réussis pas ton contrôle et que tu réussis pas ton année, ça va être difficile pour toi plus tard. Alors, une vraie pause. Est-ce que tu as un exemple dans la vie où un parent a projeté ses peurs à son enfant et ça a donné des beaux fruits? Alors, et je vais aller plus loin, double question. Est-ce que tout parent devrait faire une thérapie avant de commencer à éduquer son gosse pour analyser tous ses biais? Dédicace à mes parents. J'ai mis un blanc là. Je pense qu'on fait tous du mieux qu'on peut et qu'on a tous des biais et qu'on fait tous des erreurs et avec toute la conscience du monde, on fera des erreurs en éduquant nos enfants. Il y a eu toute cette mouvance de la psychologie positive et on en revient maintenant. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. En revanche, la mise en lumière et la prise de conscience de ses propres peurs, de ses propres biais, oui, je pense, est conseillé à tous les enfants et à tous les parents. Je te donne une petite anecdote. Je veux. Nous parlons à des coachs. Alors, nous parlons à plein de familles qui nous racontent ça. Et donc, on s'est dit, super, pour finir là-dessus, on va prendre les devoirs comme cheval de Troie. On va occuper cet endroit qui est une vraie source d'angoisse pour les enfants et les parents. Et ce faisant, on emmènera les enfants à développer ces compétences-là. On y viendra plus tard. Mais en gros, notre vision, c'est de passer de l'académique à l'extra-académique, mais de commencer à créer la confiance et d'ailleurs à aussi faire grandir le sentiment de confiance en eux des enfants, parce que pour eux, la vie à l'école, les résultats scolaires, c'est une grosse partie de leur réalité, donc ils se construisent aussi, ils construisent le regard sur eux-mêmes à travers ça en grande partie. Donc ça, c'est aussi le début d'un chemin vers plus de confiance en eux-mêmes, plus de résilience, etc. Mais pour revenir, pardon, j'étais en train de... Oui, voilà, donc on a demandé aux familles et aussi on est allé voir des coachs, des thérapeutes, des psys, etc. Et notamment une coach m'a dit, en fait, moi, j'ai vu des centaines de familles qui sont venues me voir genre au bord de la rupture, au bord de la crise de nerfs, ça allait plus à la maison. Et en fait, j'ai compris une chose un jour quand j'ai demandé aux parents et à l'enfant de passer un petit questionnaire sur leur façon d'appréhender le travail, leur relation à l'école, leur vécu par rapport à tout ça. Et en fait, finalement, souvent, une grande partie des crises sont liées à des systèmes de valeurs différents. Le parent pour qui l'école a tout été, et l'enfant qui, franchement, voit le monde aujourd'hui, qui dit, franchement, l'école, ça va me servir à rien. Ou alors le parent qui est habitué à préparer ses trucs 2 semaines à l'avance, et l'enfant, en fait, qui est bien dans l'élan de la dernière minute. Quand l'enfant et le parent sont amenés à discuter sur ces différences, en fait, tout s'apaise. Donc, il faut communiquer. Il faut communiquer. Et mieux se connaître. C'est souvent la solution à beaucoup de choses. Je reboucle sur un petit peu les premières étapes. Donc, vous avez compris que c'était un peu ambitieux, mais bon, ça reste quand même en fait votre objectif final, si je comprends bien. Alors, du coup, non, on s'est dit, on va d'abord se concentrer sur la partie académique. Les matières basiques. Et on va s'adresser aux collégiens et aux lycéens. Si tu regardes les études sociales, tu sais que les disparités se créent très tôt, les inégalités sociales, mais aussi les inégalités de genre. C'est assez intéressant de voir que jusqu'en CP, les filles et les garçons ont exactement les mêmes résultats scolaires en mathématiques et que les écarts se creusent à partir du CE1. Du CE1, c'est quand même dingo. Ah ouais. Et au final, tout ça, il y a beaucoup de recherches sur le sujet, tout ça est assez lié aux croyances limitantes, aux stéréotypes et au manque de récits de réussite de femmes dans la science. Donc en fait, il y a des biais intégrés très tôt dans le cerveau des filles, comme quoi elles seraient moins bonnes en maths, les maths c'est plus difficile, etc. Ça joue etc. sur la confiance en toi énormément. Donc ça joue énormément sur la confiance. Donc jouer sur l'académique, c'est aussi indirectement jouer sur ce genre de biais, sur ce genre de croyances limitantes, etc. Donc nous, un de nos enjeux, c'est d'accompagner toutes nos petites Willgos. Sur Willgo, aujourd'hui, 70% des utilisateurs sont des filles.
D'accord. Et donc, l'idée, c'est pas de les pousser plus vers les filières scientifiques, mais c'est de décrocher petit à petit, à travers le parcours d'apprentissage de Willgo, ces croyances limitantes comme quoi elles sont nulles en maths, elles vont pas y arriver. Donc ça, et on se dit que si on les accompagne dès la 6e, jusqu'à la terminale, alors on a de grandes chances de faire en sorte que plus de femmes plus de jeunes filles se sentent en confiance et y aillent. Et on en a bien besoin puisque à l'heure de l'IA, on voit à quel point la science, la conscience et la science technologique sera très importante pour la génération d'après. Et si on veut que l'IA aille dans de bonnes mains et soit bien utilisée, il faut absolument qu'on ait de la mixité dans les gens qui la manipulent. Donc, il est très important d'avoir beaucoup plus de femmes qui vont dans l'IA. Aujourd'hui, les filières technologiques et numériques ne sont composées qu'à 15% de femmes. Il n'y a que 15% de femmes dans la tech. Et ça se crée dès le lycée. Au lycée, tu n'as que 40% des femmes en option maths et il n'y a que 30% des filles qui choisissent maths physique. Et après, la dégringolade continue. En études supérieures, tu as 30% de filles ingénieures, tu as 20% de filles dans les écoles numériques, etc. Et donc après, ce n'est qu'un glissement naturel. Donc le plus de femmes dans la science, en fait, ça se construit extrêmement tôt. Ça se construit dès le collège. C'est là que Willgo peut jouer un rôle. Tu fais juste une corrélation par rapport aux femmes entre ce début de baisse d'estime de soi ou de pas se sentir capable parce qu'on se met des biais et on va 10, 15, 20 ans plus tard, on a moins de personnes dans des métiers peut-être techniques. Donc là, tu parles de la tech, mais même d'autres métiers scientifiques. Des entrepreneurs avec un E. Et alors, en plus de ça, dans ton écosystème qui lève des fonds, il y a une étude qui sort de Sista, je sais pas si c'est tous les ans ou tous les 2 ans. Moi, où je me suis arrêté il y a 2-3 ans, c'était moins de 2%, et je sais que ça a encore dégringolé. Tu vois une corrélation là-dessus? Et du coup, je pense que oui. Et du coup, à quel point l'éducation est importante, du coup? Elle est majeure parce que ça ne peut que se construire très tôt. Toutes les étapes sont importantes. Mais au début, on parle souvent de vivier, on dit que c'est parce qu'il n'y a pas le vivier, en tout cas c'est les réponses qui sont faites à ces objections autour de peu de femmes et peu de financement. En effet, il y a des femmes, on rentre dans le sujet des quotas, etc. Donc il y a toutes ces questions du vivier. C'est assez vrai. Il y a vraiment l'entonnoir, en fait, se vide assez tôt. Donc, il est très important d'aller, en effet, nourrir d'autres croyances, d'autres récits de réussite, etc. Et notamment, avoir plus d'entrepreneurs femmes montre aussi à ces jeunes filles que, moi, par exemple, j'ai 3 enfants. Donc, non, je ne travaillais pas jusqu'à 4h du matin. Et non, je ne bois pas du coca et je mange pas des donuts toute la journée. En fait, les deux sont compatibles. Encore la voie du milieu. Et c'est important qu'il y ait plein de profils qui montre à ces jeunes filles que c'est possible et que même c'est fun, en fait. Et c'est le but de ce podcast. On n'enseigne rien, on est juste des gens qui ont l'air de kiffer leur life et d'avoir un impact, et on espère que ça inspirera un max de personnes, filles comme garçons. Tu veux permettre à des gens qui ont des lacunes, en tout cas dans le système éducatif qu'on a actuellement, de devenir meilleurs. Sauf que ces gens-là ont développé, je suis sûr, de l'anxiété. On va aller plus loin, de la peur, de l'anxiété, des choses négatives quand il s'agit de faire les devoirs. Elle est où la secret sauce de Willgo pour que, je reprends ce que tu disais, par semaine, c'est 2,2 sessions aujourd'hui. Et d'ailleurs, t'aimerais que ce soit combien de sessions? Ou c'est déjà un beau chiffre, non? C'est pas mal, loin de tout examen. Mais en effet, on va pas s'arrêter là. Et avant de répondre à cette question, je vais en profiter pour répondre à la fin de ton autre question sur la levée de fonds, parce que c'est lié, tu vas le comprendre. On a décidé du coup d'occuper ce créneau pour les collégiens et les lycéens. Et donc, on veut lever des fonds puisqu'on veut aider toute une génération et des millions d'élèves. Et donc, pour ça, il nous faut des sous. Il nous faut des sous pour recruter les meilleurs. Il nous faut des sous pour faire un peu de marketing quand même quand on sera prêt. J'y reviendrai. Ouais. Il nous faut des sous pour l'international, etc. Donc, on est allé voir des fonds de VC. En premier lieu, Daphne, que je remercie aujourd'hui et qui avait accompagné Fox dans sa première aventure et qui nous a tout de suite témoigné sa confiance. Et après, Founders Future et ensuite un ensemble de business angels. Et ces investisseurs-là, il y avait 2 choses. Un, ils se disaient, l'IA et l'éducation, il y a forcément un truc à faire. Alors, le risque est très, très élevé parce que l'éducation, les tech, on l'a dit, c'est un cimetière à start-up. Et l'IA, il en est tous les jours, des start-up à base d'IA. Et puis, il y a la concurrence des grands LLM. Donc, le chemin est très, très étroit. Mais, et c'est l'autre chose,
quitte à tenter le pari, autant le faire avec une équipe en qui on a confiance. Et donc, c'est ça qui a expliqué la levée. C'est le fait de dire, en fait, là, on est sur un carrefour, une opportunité potentiellement massive. Il y a peu de gens qui vont arriver à le craquer, mais ceux qui vont arriver à le craquer peuvent aller assez loin. Et là-dessus, on parie sur des gens qu'on connaît un peu et qui ont un peu de track record. Voilà, Donc, voilà la levée. Les fonds, évidemment, mis sur une opportunité qu'il faudra saisir quoi qu'il arrive, et évidemment la bonne team. Mais si je comprends bien, tu es en train de me dire que si ça n'avait pas été de l'éducation, pareil, IA, mais pas d'éducation, ils vous auraient demandé du chiffre d'affaires dès le départ, potentiellement. Parce que j'ai du mal à voir des boîtes pré-revenus, voire pré-product, parce que ça a été le cas quand vous avez levé, et qui arrivent à lever, et on ne parle pas de 1 ou 2 millions en seed aujourd'hui, on parle de 6 millions qui sont l'équivalent d'une série A aujourd'hui pour certaines boîtes. C'est peut-être ça la diff que tu vois, toi? Alors, on a en effet levé sur la base d'un PowerPoint, puisqu'on a créé la boîte on a créé la boîte en fin mars. On a levé mi-avril. Et on était dans la cale en train de développer notre bêta qui est sortie fin mai. Donc, tu as signé ta term sheet, tu n'avais pas de boîte qui existait encore. Et si, elle avait été créée 2 semaines avant. Ok, quel timing. Mais bon, on s'est dit, oh mince, là, la levée est en train de clore, il faut vraiment créer la boîte. C'est des beaux problèmes. Ouais, c'est des bons problèmes, on a de la chance. C'était un pari, en fait. On ne s'attendait pas à ce que l'app du brevet marche aussi bien. D'accord, ok. Donc c'est le lancement qui a tout changé. Mais aussi. le lancement, on avait signé, à nouveau merci à nos investisseurs pour leur confiance, mais très honnêtement, c'était une bonne surprise. Enfin, on avait une bonne ambition, mais 90 000 utilisateurs, c'est un collégien de 3e sur 8 en France. C'est beaucoup pour 4 semaines de vie d'app. Tu vas juste nous remettre le contexte, je sais que tu l'as dit avant, puis moi je le sais, mais peut-être tout le monde n'a pas capté. Bien sûr. Vous avez lancé l'app quelques jours avant le brevet. On l'a lancé littéralement 4 semaines avant le brevet. C'était un parcours, pour ceux qui connaissent Duolingo, ça va rendre l'image assez facile. C'était un Duolingo du brevet, en gros. Donc, c'était vraiment un parcours qui reprenait tout le programme de 3e dans chacune des matières et qui proposait des quiz aux enfants avec des quêtes, des ligues. Les collèges pouvaient concourir l'un contre l'autre ou dans leur groupe d'amis pouvaient concourir l'un contre l'autre, etc. Et du coup, à force de quiz, ils révisaient tout le programme et on n'avait pas de leçon à l'époque. On leur disait, maman, t'as eu 2 sur 6 à ton quiz, va revoir ta leçon et reviens nous voir. Ça, en fait, ce côté, c'est du vrai programme, mais en mode hyper gamifié, ça a très bien marché. Et le truc qui a très bien marché, c'est qu'on proposait aussi des annales, mais en mode micro-learning. Donc, on avait décomposé les annales en petites étapes et on avait une IA tutorale qui les corrigeait. Donc, les enfants écrivaient sur du papier, prenaient en photo et on avait une IA qui leur disait c'est bien, ça c'est pas bien. Donc ça, ils ont aussi adoré. Avec de la gamification toujours. Voilà, c'est les ça deux. Qui rend la les choses gamification agréables. et l'IA tutorale, les deux. Voilà, déjà, on était sur nos 3 piliers de psychologie de la motivation, de neurosciences et d'IA. Et donc ça a très bien marché. Donc, pour finir de répondre à la question sur est-ce que si c'était pas l'éducation, on nous aurait demandé la monétisation tout de suite. Alors, quand on a levé, on avait un joli PNL qui montrait des sous assez vite, en fait, avec une monétisation qui était censée se lancer là, ce mois-ci, en janvier 2026. Et en fait, c'est vraiment les premiers mois de l'app qui nous ont montré que notre dynamique de communauté était beaucoup plus élevée que ce qu'on pensait. Ouais. Premier constat. Deuxième constat, on arrive à opérer à coût bien plus réduit que ce qu'on imaginait. On est très productif avec de l'IA. Nous, en tant qu'équipe, là, aujourd'hui, on est 9. On a produit toutes les matières pour 12 classes. Voilà, ça continue. Là, maintenant, on s'attaque au bac pro, au bac techno. 45% des bacheliers aujourd'hui sont des bacs pro et techno. Tout le marché de l'EdTech est sur la voie générale, mais c'est ignoré un bachelier sur 2. Donc, nous, on est là aussi pour réparer ça. Et donc, en fait, tout ça, on arrive à le faire de façon extrêmement productive et peu coûteuse. Et donc, nos investisseurs eux-mêmes nous ont dit, vous savez quoi, la monétisation, ça ne presse pas. Allez-y, parce que votre truc, ça a l'air de marcher. Vous avez l'air d'être jugé utile par les élèves, parce qu'évidemment, on prend leur feedback tout le temps. Allez-y, ça, c'est bien. Continuons et on verra. Et d'ailleurs, on va probablement aller explorer un autre pays dans pas trop longtemps, avant probablement d'explorer la monétisation. Bah attends, raconte-moi ça, là, cette dernière partie. Je suis curieux, parce que tout à l'heure, tu as parlé d'international. Je voulais rebondir là-dessus. J'ai l'impression que l'éducation est très locale.
tu veux nous spoiler? C'est quoi le premier pays que vous allez chercher? Et surtout, est-ce que c'est lié? C'est-à-dire, est-ce que vous allez pouvoir transvaser, transposer tout ce que vous avez appris avec les Français? Et je parle des Français de France, parce que je sais que tu peux être Français dans un lycée américain ou je ne sais où à l'étranger et ce ne sera pas la même éducation. Et c'est quoi ces limites de pouvoir calquer ce que tu as appris pendant je ne sais pas combien de mois là, en France, ou peut-être 1 an et quelques, sur un autre pays? Ça fait partie des défis structurels de l'IA, cette difficulté à internationaliser le modèle pour 2 raisons. D'abord, en effet, le curriculum est complètement local. Un pays comme la France est très centralisé, mais d'autres pays le sont beaucoup moins. Tu as un programme au niveau du district, de l'école, enfin tout ça peut être très différent. Donc produire tout ça à grande échelle de façon extrêmement locale, c'est très difficile. Et l'autre enjeu, c'est justement le go-to-market. Et si tu passes en mode B2B, c'est-à-dire si tu t'adresses aux écoles, alors ton chemin de croix, tu le refais à chaque pays en fait. Et puis tu biaises parce que tu te concentres plus sur les users finaux, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont ton cœur de cible. Nous, en tout cas, on s'est dit, on va s'adresser aux familles. Déjà, notre expérience, elle vient de là. Parce que notamment, si on veut aller à l'international, sera beaucoup plus facile, en fait. Donc, nous, on recrute nos utilisateurs à la base, essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc, TikTok, Instagram, maintenant Snapchat. On développe de plus en plus le bouche à oreille, qui commence à être une part croissante de nos utilisateurs. Mais ça, ce véhicule d'acquisition est tout à fait transposable d'un pays à l'autre. Si on était passé par les écoles, tout ce qu'on a fait en France, en fait, ne sert à rien pour un deuxième pays. Donc ça, déjà, ça nous aide beaucoup pour l'internationalisation. Et l'autre truc qui nous aide, c'est la Gen AI. On construit aujourd'hui une machine à produire du contenu. Alors, pour revenir 2 secondes sur l'expérience française, au début, on pensait faire tout avec de la Gen AI, on s'est dit, oh, c'est super. Donc, comme tu l'as compris, on ne vient pas d'éducation. Aujourd'hui, c'est notre plus grande chance de ne pas venir de ce secteur. Pour autant, nous, bien sûr, avons conscience de nos limites. Donc, nous avons recruté une communauté de profs, une 50aine de profs qui travaillent avec nous pour justement co-concevoir et valider le contenu et surtout affiner les prompts pour que nous générions de plus en plus immédiatement, c'est-à-dire dès la première instance, du contenu de qualité. On arrive à des résultats assez probants maintenant qui nous amènent à penser qu'on pourra aller sur un second pays assez facilement. À voir quel sera ce second pays. Stay tuned. Ok, donc elle ne veut pas nous spoiler, mais j'aurais tenté, par contre, j'adore une chose, et c'est le message à tous mes auditeurs et auditrices. Quand vous ne connaissez rien d'un pays, d'un marché, ou même d'un pays d'ailleurs, c'est peut-être par moment un avantage en fait, notamment dans une industrie très poussiéreuse. Je sais qu'il y a eu la santé, il y a l'éducation, bon, il y a tout ce qui a trait à l'État, mais ça, je sais pas si je vous recommande de créer des boîtes dedans. Je vais te poser une question, mais on va aller plutôt un petit peu rapidement, parce que c'est la fin de cette interview, il y a quand même quelques sujets que je veux couvrir. La question qui pique, et je me dédouane dès maintenant, parce que ma maman est prof, et qu'on a besoin de profs en France, mais est-ce que avec ton expérience de l'IA aujourd'hui, bon, il y a une petite histoire derrière, je te laisserai la raconter, mais l'IA va remplacer nos profs. Et aujourd'hui, l'IA que tu utilises avec Willgo est plus performante que les profs avec qui vous avez bossé? L'IA, si elle est bien utilisée à nouveau, ça peut être vraiment l'opportunité d'un renouveau complet pour le rôle et pour le statut du professeur. Et moi aussi, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour les enseignants qui font un super taf dans des conditions pas faciles et qui aujourd'hui ont une image qui n'est pas forcément à la hauteur de leur mission. Ça fait partie des grands défis de cette profession. Aujourd'hui, l'IA, elle est meilleure en diagnostic, objectivement. C'est vrai pour la maintenance électrique, c'est vrai pour le médical. Pourquoi ça ne serait pas vrai pour l'éducation? Donc aujourd'hui, l'IA, elle est meilleure à identifier un niveau de maîtrise d'un élève dans telle matière, tel sujet. Donc, elle peut en effet apporter à l'enseignant cet outil incroyablement précieux d'évaluation et derrière de remédiation personnalisée. Un prof a 30 élèves dans sa classe, il ne peut pas avoir se démultiplier. Pour autant, l'IA ne remplacera jamais ce rôle du prof autour du lien, de l'inspiration, du sens. Je vais prendre une analogie toute bête, mais depuis le Covid, on a tous fait des cours de fitness en ligne et on a tous eu peut-être une gentille dame qui venait nous couper les cheveux ou faire autre chose à la maison. Pour autant, les salons de coiffure continuent d'exister, les salles de gym continuent d'exister parce qu'il se passe quelque chose dans la rencontre qui fait que non, l'IA, et c'est cool, n'arrivera jamais à faire ça. Donc, ça donne aux profs
une autre envergure, une autre mesure, et on en a bien besoin, nos élèves en ont bien besoin de retrouver ce sens, cette inspiration et ce sentiment de vivre ensemble et de construire ensemble. Donc, au contraire. On va revaloriser en fait la relation et l'accompagnement humain, quoi. En tout cas, cette opportunité est bien présente. Il y a pas mal d'étapes et pas mal de défis pour que ça se passe dans la vraie vie, mais cette opportunité, elle est absolument là. Imagine une classe demain où, en fait, au lieu de copier le cours d'histoire, de faire le 4e exo de maths, que tu as déjà compris depuis 3 heures, on te donne une opportunité de débat. On te dit, on va vous apprendre à vous exprimer en public. On vous dit, on va faire un débat de société, ou alors on va aller dans le jardin parce que finalement, on va apprendre un geste écologique. Ça n'a rien à voir. Même l'enfant, il est beaucoup plus content d'aller en classe pour avoir ce genre d'expérience. Et c'est pas l'IA qui va pouvoir juger même d'une prestation orale et devant un public, en tout cas je pense, parce qu'il y a des nuances émotionnelles aussi qui rentrent en compte que l'IA n'a toujours pas, et j'espère n'aura jamais. Sinon là on sera vraiment dans la merde en tant qu'humain. Bref, passons. Je voulais te poser la question toute simple, et je pense que ça va représenter l'approche que vous avez avec Willgo. Pour ou contre le système de notation? Eh bien ça, c'est un vrai point parce qu'en France, en plus, c'est très présent et c'est vrai que le système de notation est très, a beaucoup d'implications sur la perception de l'élève. Il peut se sentir réduit, en effet, à une série de notes. Et d'ailleurs, beaucoup de parents dont je fais partie disent « Et t'as eu des notes aujourd'hui à l'école ?» Et même toi, c'est anxieux, non? Ouais. Quand tu vas sur le portail pour regarder les notes de tes enfants. Et puis, en fait, qu'est-ce que ça veut dire un 14 en 17? Ça dépend de l'établissement. Et puis, surtout, qu'est-ce que ça note? En fait, c'est quoi un 14 en fait? Est-ce qu'il y a eu un problème ou en 8? Est-ce qu'il y a eu un problème de rédaction? Est-ce qu'il y a eu un problème de compréhension, etc. Donc, chez Willgo, ce qu'on essaye de faire, c'est de décomposer tout ça en disant, en fait, là, par exemple, c'est parce que t'as pas compris le sujet. Ou là, par exemple, c'est qu'en fait, t'as fait une inférence, mais qui est complètement hors sujet. Donc, on donne pas des notes. Binaire, en fait. On donne pas des notes, on donne des points pour du progrès, pas pour du résultat. Donc chez nous, les points, ils s'accumulent à force d'expérience. On est là pour valoriser le progrès et l'effort. Et surtout, on donne du sens, en fait. Nous, nos enfants, ils nous disent souvent, enfin les enfants qu'on accompagne, ils nous disent souvent, en fait, l'école, je comprends pas. 1, ça sert à rien. 2, en effet, c'est des notes, mais moi, je comprends pas ce que je dois améliorer. Donc, on est là pour donner plus de granularité et de finesse pour, à nouveau, aider l'enfant à progresser et surtout à construire sa confiance en lui et sa résilience. En fait, un des grands sujets de la jeune génération, enfin, en France en général, encore plus de la jeune génération, c'est cette gestion de l'erreur. La gestion de l'erreur, c'est massif. Or, on va dans un monde de plus en plus inconnu, mouvant, etc. Il faut qu'on soit totalement à l'aise avec le fait d'essayer des trucs, de se planter. Donc, il faut qu'on soit vraiment avec ce niveau de confort autour de l'erreur comme source d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment une des grandes missions de Willgo. On va gratter le temps parce que tu me passionnes, chère Julie. Willgo va bien demain et va encore mieux. Donc, va bien aujourd'hui, mais j'espère ira encore mieux demain. L'éducation nationale fait appel à toi. Est-ce que tu es ouverte à l'idée de travailler avec eux? Pourquoi tu rigoles? Parce que je crois qu'on a... Parce que c'est gentil éventuellement d'évoquer l'éventualité. Je crois qu'on a beaucoup à faire chez Willgo. Je pense qu'on peut aider. À nouveau, et je reprends l'exemple de Doctolib et je salue Stan, Pierre et toute l'équipe qui font un boulot incroyable. Je pense qu'au contraire, marcher main dans la main, c'est extrêmement précieux. Ça peut nous amener beaucoup plus loin. Donc, si le gouvernement se fait travailler avec Willgo, on est super à l'écoute. Bon, mais en tout cas, j'ai bien compris que tu feras ton chemin de ton côté et que tu vas te rendre indispensable pour eux et que c'est eux qui vont venir te contacter plutôt que commencer à bosser avec eux. Je te relance pas là-dessus. Moi, j'ai une petite question. On en parle depuis tout à l'heure. Moi, je te prends moi comme exemple. J'ai eu cette faculté, je pense, d'avoir été assez bon dans ces matières scientifiques. Pour autant, les devoirs étaient une source d'angoisse pour moi. Mais quand je te dis d'angoisse, tu pouvais me voir jusqu'à 22h le vendredi soir, juste pour que je sois et je te parle de primaire, que le week-end, j'ai pas de travail. Et je l'ai gardé très, très longtemps, ça. Et ma question que je me pose est la suivante. Je connais plein de personnes qui étaient nulles à l'école dans ces matières-là et qui aujourd'hui sont comme toi et les gens que je reçois, que moi j'appelle des rêveurs. Des gens et des rêveuses qui ont réussi à accomplir leurs rêves avec un petit peu d'éthique, on en a parlé, donc qui impacte notre société positivement. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a un moment dans notre système où on pourra valoriser tout ce dont tu parlais au départ, la confiance en soi, mais après on peut parler de l'art oratoire, de personnes qui sont, qui font des prises d'initiative, des leaders, des choses qui ne sont pas encore valorisées.
Est-ce qu'on pourra le faire, et ce, malgré qu'il soit mauvais dans des matières dites basiques, primaires ou importantes? C'est mon plus grand espoir. C'est mon plus grand espoir. Et dans les exemples que tu as cités, autour de l'art oratoire, autour de la fédération d'autrui, etc., c'est intéressant. Ce sont que des exemples qui sont en lien avec l'autre. Exact. Et je pense que c'est notre plus grande richesse humaine. C'est aussi notre plus grande source de bonheur. Je ne sais pas si tu connais cette étude de Harvard qui a été initiée en 1938, qui a duré plus de 80 ans, pour étudier les sources du bonheur. Et alors, je vais aider le fait qu'on n'a plus beaucoup de temps, parce que la conclusion est hyper simple. La principale source de bonheur est la qualité de tes relations dans le temps. Donc en fait, quand tu dis ça, tu as un peu tout dit. Ça, c'est le premier constat. L'autre constat, c'est que l'IA rend le savoir, en fait, complètement banal, entre guillemets. L'accès au savoir, complètement universel. Donc ça, c'était une grande chance. Donc, qu'est-ce qui reste, en fait, quand la compétence technique et la compétence intellectuelle ne sont plus si différenciantes? Il reste justement cette capacité à créer du lien, à donner du sens, à fédérer. Donc moi, mon espoir, c'est que tous ces métiers, on parlait de l'enseignement, on peut parler du soin, nos infirmières, nos infirmiers, tous les gens qui aident les personnes âgées, etc., toutes ces professions soient revalorisées, parce que finalement, on arrivera dans une société hyper productive où on gagnera énormément de temps sur énormément de tâches. Peut-être que du coup, ça pourra dégager des ressources et de temps et des ressources financières pour réinvestir et réhabiliter ces professions déclassées et ignorées depuis trop longtemps, qui sont au fondement de notre société. Donc, toutes ces professions du soin et du lien sont... Ces notions autour des compteurs. Je trouve que les rêveurs ont aussi besoin d'alimenter leurs propres rêves. Donc, on a besoin de gens qui inspirent les rêveurs. Donc, dont tu fais partie, Yacine. Non. Moi, je donne la parole aux gens comme toi. Ça, c'est hyper important, parce que ce qui te met en mouvement, c'est l'émotion. Ce qui te met en émotion, c'est l'histoire que l'on raconte. En fait, aujourd'hui, quand tu te rappelles d'un truc, tu te rappelles d'une émotion, d'une histoire, tu te rappelles pas d'un fait ou dans le chiffre. Donc, on a besoin de conteurs, on a besoin d'artistes, on a besoin de rêveurs, et on a besoin de gens qui soient dans le lien. Et tu sais quoi, bonne nouvelle, peut-être que l'IA pourra rendre tout ça possible si on s'y prend de la bonne façon. Et pour ça, je reviens, tu parlais de productivité, il faut être quand même conscient que le bonheur ne se chiffre pas en euros ou en productivité de travail, et donc du coup être conscient qu'il faut valoriser les relations. Je vais juste te poser une petite question. C'est ça ton super pouvoir, savoir fédérer, comprendre l'autre aujourd'hui, c'est ça? Allez, c'est parti pour l'humilité / la gênance. Vas-y, Julie. Non, je crois que mon super pouvoir, c'est d'être convaincu, de voir des possibilités là où les gens voient des limites et des contraintes. Très clairement, en fait. Après, le fait d'embarquer les gens autour de cette possibilité, ça, c'est une deuxième étape. Mais en fait, à la base, déjà, il y a plein de choses que les gens disent impossibles. Moi, on m'a dit tellement de fois, tu peux pas faire ça c'est impossible, ça, c'est pas pour toi, etc. Il y avait un petit côté rebelle en moi, à côté du côté qui cochait toutes les cases bien comme il faut, un petit côté rebelle en moi qui voulait dire que, si, en fait, cette voix, elle existe, en fait, tu la vois pas, mais elle existe. Et donc, c'est ça, mon super pouvoir, c'est d'être convaincu que y a plus que ce que tu vois. Et après, voilà. Après, l'idée, c'est, avec un petit peu d'énergie, d'enthousiasme, on arrive à convaincre d'autres gens de cette possibilité. Mais c'est d'abord ça. Non, mais j'aime beaucoup, parce que ce que tu dis, c'est qu'avec ton vécu et peut-être les portes que tu as enfoncées par moment, il y a des fois, et je le vois parce que j'ai pas ce regard sur moi, mais je peux l'avoir sur d'autres, où tu captes la valeur des gens là où eux-mêmes l'ont pas encore capté. Et je trouve ça fou, parce que du coup, il faut être alerte et se connaître. Mais ouais, je crois qu'on se bride trop, non pas parce qu'on nous renvoie, mais parce qu'on croit, nous, que ce que les gens pensent de nous ou de la société. On va arrêter la philosophie, je commence à avoir des nœuds dans la tête. C'est ma dernière question, je te le promets. Un grand merci, Julie. À toi, Yacine, c'était un plaisir. Tu es maman de 3 enfants. Ils ont quel âge? Ils ont 14, 10 ans et 8 ans. Eh ben, c'est promis, c'est ma dernière question. J'aimerais qu'on s'adresse à eux, mais aussi à tous les enfants en France, de plus ou moins cet âge, des personnes qui se posent des questions. Moi, j'aimerais savoir, je suis convaincu que j'ai une rêveuse en face de moi qui arrive à réaliser son rêve, à avoir cet impact auprès de la société. Qu'est-ce que tu leur diras, qui pourrait être universel à plein de personnes? Commence pas à leur donner des private jokes d'hier soir au dîner, parce qu'on va pas comprendre. Mais concrètement, c'est quoi ton conseil pour que ces personnes-là puissent réaliser leurs rêves?
Recherchez la friction. N'ayez pas peur de l'inconnu. Accueillez la peur, parce que c'est une impulsion en mouvement. Ça, c'est vraiment des choses hyper importantes. Si je prends un dernier parallèle sur l'IA, parce que je trouve que c'est assez révélateur. On dit tout le temps, l'IA, grand remplacement, ça va enlever tous nos jobs, etc. Moi, le principal défi que je vois vis-à-vis de l'IA, c'est que ça enlève toute friction. On parle parfois de friction cognitive, le fait que l'IA nous rende flemmards, altère notre capacité de jugement, notre capacité de raisonnement, notre effort cérébral, etc. C'est vrai. Mais moi, l'autre risque que je vois, et dont je souhaite prémunir mes enfants, c'est la peur de la friction émotionnelle et sociale. Parce que, je ne sais pas si tu as fait l'expérience, mais moi, quand je parle à ChatGPT ou à Gemini, j'ai que des questions extraordinaires. Tout ce que je dis, c'est absolument fabuleux. Et ma vision est tellement incroyable, je vais sauver la planète. Et quand il répond pas, qu'est-ce qu'il est con. Et d'ailleurs, s'il m'aurait pas répondu en 1 nanoseconde, franchement, je suis hyper frustrée. Ouais, je vois ce que tu veux et donc dire. ça, en fait, c'est un risque majeur parce que ça peut emmener les enfants à déjà ne pas avoir un regard lucide sur eux-mêmes, ou à avoir peur de la critique, parce qu'à côté de ça, c'est tellement plus rassurant de parler à un LLM qui nous dit à quel point on est extraordinaire. Et par ailleurs, ça peut nous faire fuir des relations qui, par définition, sont humaines, donc frictionnelles, donc demandant de l'effort, donc demandant de la frustration, donc source d'incompréhension parfois. Or, si on se fie à cette étude de Harvard sur le bonheur, il faut se dire que la qualité des relations, la relation humaine est vraiment à la source du bonheur. Et si on veut le bonheur pour nos enfants, moi, je leur dis, allez au contact. N'ayez pas peur d'être frustré, n'ayez pas peur de souffrir, ne cherchez pas à tout optimiser, ne cherchez pas la facilité que donne l'IA. Vraiment, allez au contact de la vie, de l'inconnu, de la relation un peu rugueuse, parce que c'est ça qui fait grandir et c'est ça qui fait évoluer. À la fin, c'est ça qui rend heureux. J'ai rien d'autre à dire, Julie. Parce que si je te relance, on est mal. Merci beaucoup. Merci Yacine, merci à toi. J'aime bien donner ce message de force, mais je veux rebondir sur ce que tu as dit aussi. Je connais pas grand monde qui touche le bonheur sans avoir touché la difficulté avant. Et je crois que quand tu dis l'instantanéité de l'info qu'on veut, la précision, donc il y a eu d'abord Internet, mais là avec ChatGPT, soyons conscients peut-être que ça peut nous brider à long terme et qu'on oublie de réfléchir. Et l'autre chose que je voulais dire, tu l'as parlé de manière positive, moi je vais le dire de manière négative. Il me semble que la solitude est une cause plus grave de mort que la clope. Et je suis fumeur, maintenant je peux le dire. Donc je dirais à tous les entrepreneurs, à toutes ces personnes qui ont des rêves comme Julie, comme moi aussi, croyez-y, écoutez-nous si vous doutez, parce que nous aussi on doute, mais on essaye de s'entraider. Et surtout un grand merde à toutes ces personnes qui misent sur elles pour impacter notre société positivement. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Et Julie, 1000 merci. Merci à toi, merci à tous. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas ? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.